Résoudre des équations et des inéquations trigonométriques, c'est une partie qui est importante du chapitre sur les fonctions trigonométriques. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette capsule-là, c'est comment on résout des équations standards, où est-ce que nos réponses se trouvent dans le cercle trigonométrique, où est-ce qu'on est capable d'aller chercher directement nos réponses de manière précise dans le cercle trigonométrique. Donc, 5 exemples à travailler ensemble. L'exemple numéro 1, si on vous demande de trouver les zéros de cette fonction-là, une fonction sinus, eh bien, c'est un classique. On remplace f de x par 0. Ici, il n'y a aucune contrainte à placer à l'endroit du x. C'est toujours important d'avoir ça en tête, se demander s'il y a des contraintes associées aux équations qu'on résout. Ici, il n'y a aucune contrainte. La valeur de l'angle ici, du sinus ou du x, peut être négative, positive, nulle. Il n'y a aucune contrainte. Alors, on fait comme d'habitude, on isole la fonction. La fonction ici, c'est la fonction sinus. Alors, c'est ça qu'on va tenter d'isoler. Donc, quand on veut isoler cette fonction-là, on se débarrasse en premier du racine de 3 en faisant plus racine de 3 de chaque côté et on divise par 2. Super important quand on est dans les équations trigonométriques, jamais, jamais, jamais transformer ça en nombres décimaux parce qu'à ce moment-là, si vous faites ça, vous transformez ça en nombre à virgule ou en nombre décimaux, ce qui va arriver, c'est que vous n'aurez pas des réponses précises. Donc, ça va être très difficile d'aller chercher nos réponses dans le cercle trigonométrique et c'est avec ça qu'on travaille. Alors, si on essaye d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'on nous demande là, ici, ce qu'on veut avoir, c'est le sinus de quel angle dans le cercle trigonométrique va donner racine de 3 sur 2. Parce que sinus, cosinus, on l'a vu dans les capsules précédentes, cosinus θ, c'est la valeur du x, sinus θ, c'est la valeur du y. Θ, ici, ça symbolise x. Donc, ça signifie qu'on cherche l'angle pour lequel son sinus, donc sa valeur en y, ici, va valoir racine de 3 sur 2. Donc, c'est pour ça qu'on fait sin moins 1, on ne fait pas ça sin moins 1 directement sur la calculatrice. On cherche vraiment ce qu'on vient d'expliquer et on va voir dans le cercle où est-ce qu'il y aurait des racines de 3 sur 2 en y. Alors ici, on voit qu'il y en a deux endroits, à pi sur 3, à l'angle pi sur 3 radians, et à l'angle 2 pi sur 3 radians. Donc, il est à deux endroits. Ça signifie que ces deux angles-là, ça va faire partie de mes deux réponses. Donc, il va y avoir d'un côté x1 qui va être égal à pi sur 3 et x2 qui va être égal à 2 pi sur 3. Ensuite de ça, prochaine étape, ça, c'est des zéros à l'intérieur d'un seul cycle seulement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, pardon, on va revenir un petit peu, donc si on a une fonction qui est comme ça, et puis que je cherche à avoir les zéros, bien là, j'ai trouvé le premier ici et le deuxième. Par contre, on est pleinement conscient que des zéros, il y en a une infinité. Hein. Tous les points qui traversent l'axe des x donnent une infinité de zéros. Alors, comment on fait à partir de mes deux réponses pour trouver les prochains? Facile. On voit que ces deux zéros-là sont dans ma première petite boîte. Alors, les autres sont dans les boîtes suivantes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la première réponse qu'on a trouvée et si on lui additionne une période, on tombe sur le prochain zéro. Même chose avec ma deuxième réponse. Donc, si je prends ma deuxième réponse et je lui additionne une période, je tombe sur le prochain zéro. Donc, je viens de tomber sur les deux prochains zéros de la boîte qui suit. Et si je fais ça plus qu'une fois, bien, je vais tomber sur tous les zéros qui vont être de ce côté-là. Et puis, si je fais ça dans l'autre sens, vers l'arrière, je vais trouver tous les zéros qui vont être aussi de ce côté-là. Donc, on additionne des périodes une fois, deux fois, trois fois. On soustrait des périodes une fois, deux fois, trois fois. Et ce qui va nous permettre de trouver tous les autres zéros sans avoir les trouver précisément. Donc, la façon d'écrire ça, pour faire le plus simple possible, c'est qu'on va trouver notre période. Une fois qu'on a trouvé notre période ici, on trouve que c'est 2π. Et une fois qu'on a trouvé que c'était 2π, notre période, on va écrire ça de la manière suivante. Je vais dire x appartient, on rouvre une accolade parce qu'on énumère les deux premiers zéros,
pi sur 3, 2pi sur 3. On ferme la collable. Ensuite de ça, on va additionner 2pi, qui est la période, ici, et on va l'additionner. Je ne sais pas, je suis en train de changer ma petite couleur. N fois. OK? Et puis, N, on va signifier que ça appartient à l'ensemble des nombres entiers. Bon, si on résume, j'ai mes deux zéros, je les additionne une fois, je vais tomber sur les deux suivants. Si je veux les additionner deux fois, trois fois, quatre fois, bien, c'est ça que ça va signifier le n qui est à côté. C'est le nombre de fois où j'additionne la période. C'est 2pi n fois. Puis n, ça ne peut pas être un nombre à virgule, il faut que ce soit des nombres entiers comme 1, 2, 3, 4, parce que c'est une période, deux périodes, trois périodes. Même chose dans l'autre sens, ça peut être moins une période, moins deux périodes, moins trois périodes, etc. C'est pour ça que quand on affirme que n appartient aux nombres entiers, les nombres entiers, c'est 0, 1, 2, 3, 4. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on vient de régler la situation dans les deux sens de l'axe des x. Alors, c'est comme ça qu'on procède quand on écrit notre réponse. Donc, pour vous donner un petit truc, avec mes élèves, souvent, je dis, bon, x appartient à pi sur 3 et 2pi sur 3, plus 2pi n, ou né. Donc, c'est un petit truc de mémoire, si on veut, pour se souvenir qu'il faut toujours rajouter ou né pour n, e, z, ou en réalité, c'est n appartient à l'ensemble des nombres entiers. C'est que c'est comme ça. Donc, le n, il y a des élèves qui pourraient me dire, bien, pourquoi on ne fait pas plus, puis qu'on ne fait pas moins? Bien, en mettant n fois, puis en définissant qu'il appartient au nombre entier, ça vient de régler la situation. Si on en fait un autre, donc si on cherche les zéros de cette fonction-là, ici, on met ça égal à 0, il n'y a pas de contrainte, on isole le sinus en soustrayant 0,5 en divisant par moins 1. Je retrouve à trouver sin de quel angle? Ici, tout à l'heure, il y avait juste un x dans l'angle, mais l'angle ici s'appelle 3x. OK? Donc, ça, c'est θ qui est là. Donc, sinus de quel angle donne une demi. Donc, on va aller chercher la valeur pour quel angle, la valeur en sinus. Donc, quel y de quel angle, OK, va donner une demi. Donc, je vais dans le cercle trigonométrique encore une fois. J'essaie de cibler à quel endroit il y a une demi en Y, parce qu'on cherche le sinus. Et ces deux angles-là, c'est pi sur 6 et 5pi sur 6. Alors là, ici, quand je reviens ici, l'angle, c'est 5pi sur 6 et pi sur 6. Alors, mon angle ici s'appelle 3x. Donc, ça va être 3x1 qui est égal à pi sur 6 et 3x2 qui est égal à 5pi sur 6. On finalise ça en divisant par 3 de chaque côté. Ici, on va se retrouver avec des 18e et aussi avec des 18e. Alors, pour ceux qui se demandent comment les 18e ont apparu, tout ce qu'on fait, c'est si on divise par 3 ici, on divise par 3 là. On peut diviser par 3, on multiplie par l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Donc, pi sur 6 fois 1 tiers va donner pi sur 18. Sinon, une autre façon de le voir, en divisant par 3 ici, on rajoute un 3 au dénominateur, alors je rajoute un 3 au dénominateur qui va se multiplier avec le 6. Ensuite de ça, bon, on l'a parlé tout à l'heure, il faut trouver tous les autres zéros. J'en ai trouvé deux, mais il y en a une infinité. On va regarder c'est quoi ça donne comme période. Ici, le paramètre B, c'est 3. Donc, c'est 2pi sur 3. Et on écrit notre réponse. X appartient à pi sur 18, 5pi sur 18, plus la période 2pi sur 3 n fois, où n appartient à l'ensemble des z. Donc, on additionne 2pi sur 3, une fois, deux fois, trois fois, moins une fois, moins deux fois, moins trois fois, de l'autre côté. Un autre exemple, si on trouve les zéros d'une fonction cosinus maintenant, cosinus, dans le cercle trigonométrique, c'est la valeur des x pour tous les angles qui sont dans le cercle trigonométrique. On isole, ça donne une demi, en faisant plus 1 divisé par 2. L'angle du cosinus, maintenant, son nom, c'est x plus pi. Alors, je vais aller voir le cosinus de quel angle, donc la valeur en x de quel angle, donne une demi. On va aller trouver ça dans le cercle. Donc, je vais me déplacer un petit peu. Ici et là. Donc, il y a deux angles pour lesquels la valeur en x, c'est une demi.
Alors, c'est pi sur 3 et 5 pi sur 3. On divise le problème en deux. Mon angle s'appelle x1 plus pi égale à pi sur 3 et x2 plus pi égale à 5 pi sur 3. On garde les fractions pour avoir des nombres précis. On va soustraire pi pour soustraire pi de pi sur 3. N'oubliez pas qu'il faut mettre sur le même dénominateur. Donc, on va soustraire 3 pi sur 3, ce qui donne moins 2 pi sur 3. Même chose de l'autre côté. On trouve notre période. Le paramètre b ici, c'est 1. Donc, on a directement 2pi comme période. Et on écrit notre réponse. Attention, quand on écrit entre accolades, pardon, il faut toujours placer du plus petit au plus grand. Okay? Quand on a une succession de réponses, il y a plus qu'une réponse dans l'accolade. Alors, voici la réponse, plus 2πn ou né. Un autre exemple, toujours avec sinus. On isole le sinus. Donc, ici, on a envoyé moins 0,5, donc moins 1/2 pour bien voir la valeur dans le cercle trigonométrique. Pour quel angle? Ici, qui s'appelle pi x plus 1. La valeur en sinus, donc son y, égale moins 1/2. C'est ce qu'on cherche. On sort notre cercle trigonométrique. On cherche moins 1/2 en y parce qu'on est dans une fonction sinus. Les deux angles, c'est 7pi sur 6 et 11pi sur 6. On va écrire ça, donc, une fois avec notre x1, une fois avec notre x2 et tout ce qui est compris dans l'angle, dans tout ce qui est compris dans le sinus. Et on va aller isoler le x1 et le x2. Donc ici, j'ai commencé par diviser par pi. Donc les pi se réduisent. J'obtiens 7 sixièmes. Et je fais moins 1 ou moins 6 sixièmes parce qu'on est en fraction. Ça donne 1 sixième. On fait la même chose de l'autre côté et on obtient 5 sixièmes. Notre période maintenant, ici, le paramètre b, c'est pi. Donc on fait 2pi sur pi, ce qui donne 2. Finalement, dans la même routine, on écrit notre réponse, 1 sixième, 5 sixièmes, plus 2n, il n'y a pas de pi, c'est 2, c'est la période n fois, où n appartient à z. Peut-être un petit dernier. Alors, on y va en cosinus. Pour la fonction cosinus, même chose. La fonction cosinus, elle est ici, ça c'est indissociable. Alors, on soustrait racine de 2, on divise par 2, jamais qu'on change ça en nombre décimal. Pardon. Et là, je cherche pour quel angle son cosinus, donc son x, donne moins racine de 2 sur 2. On va dans le cercle, on va à moins racine de 2 sur 2. Ici et là, on voit que les deux angles, c'est 3pi sur 4, 5pi sur 4. Et voilà, on continue. Donc, ça va être pi x1 égale à ça, pi x2 égale à 5pi sur 4. On isole le x1, le x2 en divisant par pi, ça donne 3 quarts d'un côté. On divise par pi, ça donne 5 quarts de l'autre côté. Et voilà, on a nos deux zéros. On va calculer la période. 2pi sur pi, étant donné qu'ici, pardon, étant donné que pi ici, c'est le b. Alors, la période donne 2 et on écrit tout simplement notre réponse au complet. Donc, x appartient à 3 quarts, 5 quarts, plus 2n où n appartient à z. Alors, c'est ce qui termine de façon plus pénible pour ma gorge cette capsule-là en ce qui concerne la résolution d'équations trigonométriques standards qu'on est capable d'aller voir dans le cercle trigonométrique les réponses.